Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce 13e numéro. J'espère qu'il va nous porter chance de C'est dans la presse, le magazine de l'info sur l'actu des médias. Je dis ça, le numéro 13 en général est toujours magnifique. Mais enfin bon, ce soir on devait recevoir Rouni Nabal, rédacteur en chef de GTV, il ne sera pas là. Mais nous aurons Luigi Treff, journaliste de Radio Tambour. Bonsoir. Bonsoir Luigi. Véronique Magnalien, directrice du marketing d'Air Caraïbes, mais aussi chargée de communication de la compagnie régionale. Bonsoir Véronique, enfin. Oui. Et aussi Mélissa Gradel, étudiante de BTS Communication de deuxième année Gerville-Réas. Bonsoir Mélissa. Bonsoir. Donc voilà, tout le monde est là. Et puis bien sûr, on retrouvera Florence à la fin de l'émission pour sa revue de presse. Alors, une émission un petit peu bousculée, mais enfin, on va quand même se retrouver. On va pendant 52 minutes, comme d'habitude, parler de communication. On va parler aussi de journalisme et de journalisme radio, dans une radio connue qui a déjà plus de 20 ans d'existence. Tout à l'heure, Luigi dit-nous exactement des petits mots à Radio Tambour, mais aussi parce que Luigi est là pour parler d'une expérience nouvelle liée à l'Internet. Et ça, on connaît bien. On va en parler avec lui. Je rappelle à nos téléspectateurs le jeu quiz d'actu. Jeu gagnant Canal 10 CCN, le quiz d'actu de Caraïbes Créole. Vous pouvez gagner plus de 3500 € de cadeaux. Alors écoutez bien l'émission et répondez aux questions qui seront posées soit sur Canal 10, soit sur www.caraibecreolenews.com. Le bulletin de participation se trouve sur le site de CCN que vous connaissez bien. Et je rappelle que dans deux semaines exactement, on connaîtra les gagnants des iPads, des voyages, etc. Tout ce qui se fait dans le cadre de ce jeu quiz. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec Véronique d'abord. Les femmes, Véronique, j'ai dit tout à l'heure, enfin, parce que ça fait très longtemps qu'on vous attend ici sur le plateau de C'est dans la presse. En effet, je suis d'ailleurs désolée, je fais mes excuses à tous ceux que j'ai fait attendre, oui. Mais c'est vrai que j'avais une actualité particulièrement dense avec la compagnie ces derniers temps, d'où la raison de mes difficultés à me libérer pour être avec vous. En tout cas, ce soir, c'est important pour moi. Oui, on vous remercie vraiment d'être là et on sait pourquoi on dit ça. Bien. Alors, Véronique, on va quand même parler un peu de votre job, puisque vous me disiez tout à l'heure off que vous êtes pratiquement sous 20 ans d'Air Caraïbes, d'Air Guadeloupe à Air Caraïbes. Alors, racontez-nous un peu, en deux mots, comment on est passé de Air Guadeloupe à Air Caraïbes et comment vous avez évolué dans votre profession. Ben oui, je suis en effet rentrée à Air Guadeloupe à l'époque. C'était la grande époque du transatlantique. Donc, il y avait eu un très, très grand concours qui avait lieu à la salle Madras. Je ne sais pas si les mémoires vont aussi loin. Oui, on essaie, ça ne nous rajeunit pas. Donc, il y avait un grand concours qui avait été ouvert pour tous les Antillais, leur permettant de pouvoir postuler pour des postes de personnel navigant commercial. Et c'était à l'époque donc d'Air Guadeloupe, où Air Guadeloupe se lançait sous le réseau transatlantique. Il y a de cela 20 ans. Donc j'ai été retenue au concours avec un certain nombre de personnes. Bon, on connaît, je vais vous faire grâce de la saga des dépôts de bilan, des tentatives avortées et de tout le reste. Je vais essayer de retenir ici ce qu'il y a de positif, c'est-à-dire l'arrivée après, il y a 10 ans de cela, du groupe du Breuil avec des moyens financiers importants, nécessaires aussi, pour permettre à la compagnie d'avoir un vrai positionnement et un réel développement et de pouvoir effectivement se lancer cette fois-ci sous le transatlantique de façon pérenne, on pourrait le dire, puisque on a fêté l'année dernière nos 10 ans de long courrier. Donc je suis rentrée à Air Guadeloupe. Après, j'ai continué donc sous la lancée d'Air Caraïbes. Et voilà, donc je suis encore là. J'étais navigante. Après, je suis... Ah, vous avez été navigante? J'ai été navigante pendant 10 ans, oui, tout à fait. Sur le transatlantique? Sur le transatlantique, pendant le temps qu'il a duré. J'ai d'ailleurs fait le premier et le dernier vol. Donc J'ai également été sous le moyen courrier. Et après, très vite, je suis venue sur le réseau court courrier, qui est celui que j'affectionnais plus particulièrement, puisque c'est celui qui me permettait d'avoir ce qui me paraît essentiel, mais de vrais contacts avec des clients et de développer avec un vrai relationnel.
Donc c'est ce qui s'est passé après, mais je savais très vite que c'était pas un métier que je ferais de façon sur une longue période. Je m'étais dit que je le ferais 10 ans, je l'ai fait 10 ans. Et après, vous passez dans la com. Alors après, je ne suis pas passée tout de suite dans la com parce que pendant ces 10 ans, j'ai malgré tout voulu avoir une grande expérience de la compagnie, de l'aérien, puisque j'en ai vraiment fait une passion. Et donc, j'étais responsable d'escale à Saint-Martin pour la compagnie en Guadeloupe de l'époque. Je suis partie également à Porto Rico, où j'ai été également responsable d'escale à Porto Rico. Et après, je suis devenue l'assistante du directeur marketing de l'époque. Et quand il est parti, donc, je suis devenue responsable de la com. On va en parler tout à l'heure. Je me tourne vers Luigi Trèfle. Bien bonsoir. Bien bonsoir. On va parler à Radio Tambou, pas de problème. Donc, essayez. Et donc, Radio Tambou, mon katani, mon pas vrai. Peut-être que vous voyez tout à l'heure. Peut-être. Alors, deux petits mots, en tout cas, Radio Tambou, j'en ai plus qu'il 20 l'année quand il est là. Nous, il y a dans 30e l'année à Radio Tambou, on est là. Ouais. Donc, alors, qui j'en vous peut dire des petits mots à ces radios-là, parce que c'est une radio qui fait, comme on va dire dans la lutte, c'est une radio très engagée, et très engagée toujours. Toujours. Oui. Alors, des petits mots, ça a un genre difficile, puisque c'est 30 ans de vie, il y a un lobbytin qui arrive, il y a un lobbytin qui fait. Il y a des monde qui passe à Radio Tambou, qui Radio Tambou, plusieurs générations même, c'est peut-être 4e génération à journaliste à Radio Tambou. C'est tout vous, c'est la génération journaliste Internet. Génération Internet, oui, nous ouvrons porte là à Radio Tambou, mais bon, c'est nous à ces résultats, toutes ces 30 années de travail là, puisque finalement, l'expérience a commencé longtemps au niveau radio. Alors, vous savez très bien que ça a commencé quand même par Radio Unité. Bien sûr. 2 ou 3 temps, voilà, 2 ou 3 temps avant Radio Tambou. Et moins d'un an après, Radio Tambou paraît à Silézone. Et jusqu'à présent, il a toujours eu qu'à continuer avec des hauts et des bas, des difficultés et des moments de réussite, mais toujours présent, toujours avec nous. C'est toujours Radio à Peuple là. Il paraît. Donc, on vient d'aller pour nous parler d'autres butins. Alors, change de registre, je parle avec Mélissa Gradel, étudiante en BTS de communication au lycée Géobrias, et je le rappelle, parce que le lycée Géobrias, c'est un peu notre partenaire dans cette émission. Mélissa, vous êtes la 9e étudiante à venir, vous avez vu vos camarades passer ici. Oui. Alors, vous avez jeté un coup d'œil sur l'émission et sur vos camarades. Qu'est-ce que vous en avez pensé en tant qu'étudiante en com? Moi, je trouve que c'est une bonne expérience, notamment pour nous, justement, on est en com. Je pense que on peut toucher un peu du doigt, justement, comme c'est vraiment très, très vaste et beaucoup de gens ont une vision très restreinte, en fait, de la communication. Je trouve que c'est bien de toucher du doigt, justement, les professionnels qui en parlent, qui nous donnent leur expérience et qui peuvent peut-être, en fait, nous inciter aussi à suivre telle ou telle voie, et surtout, en ce qui concerne les BTS communication 2e année, comme on est en pleine recherche pour l'année prochaine, donc c'est vraiment, moi je trouve que c'est important pour nous de justement, comme je vous ai dit, toucher du doigt ces professionnels qui sont au quotidien dans la communication. Et vous, Mélissa, qu'est-ce qui vous a poussé vers la com? Parce que, bon, je suis d'une autre génération, j'ai peut-être un moment où j'ai étudié la communication, mais les étudiants guadeloupéens, il n'y en avait pas beaucoup. Jusqu'à maintenant, il n'y a qu'un seul BTS en Guadeloupe, à ma connaissance, au Gerville-Réage. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune aujourd'hui veut faire de la com? Eh bien, à vrai dire, c'est lors d'un forum étudiant, en fait, que j'ai découvert ce BTS. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très enrichissant, qu'on abordait beaucoup de thèmes, de sujets qui m'intéressaient. Notamment, on va avant tout l'événementiel. C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Donc, j'ai voulu approfondir. Et je me suis rendu compte que c'est pas seulement ça, en fait, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses et que c'est vraiment très, très, très enrichissant et vraiment très, on va dire, un peu difficile. Un peu difficile quand même. Oui, quand même. Ça sous le contrôle de la prof qui est en coulisses, qui nous regarde. Ça ne faut peut-être pas une bonne note, mais alors ça veut dire que après ces 2 années, vous envisagez déjà autre chose. Pour certaines de vos collègues qui sont venus ici, certaines m'ont dit que vous voulez continuer au-delà du BTS, d'autres voulaient entrer tout de suite dans la vie professionnelle. Et vous? Ah, moi je veux continuer. Ah, ça c'est sûr. Déjà, dans ma tête, c'était à la base master. Franchement, c'était vraiment... Master en com. Peut-être pas en com, mais je sais que je voulais poursuivre mes études. Après, comme je vous ai dit, je veux continuer après le BTS, justement pour approfondir ce que j'ai appris. Parce qu'il faut savoir aussi que dans le monde de la communication, bien souvent, c'est bien le BTS, mais des fois, c'est pas assez. C'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant.
Donc vraiment, je vais approfondir vu que ça me plaît énormément. Et dans la gamme des métiers de la com, qu'est-ce qui vous paraît le plus intéressant aujourd'hui, à 20 ans, je ne sais pas, dans 10 ans, peut-être que vous ferez comme Véronique, vous changerez votre fusil d'épaule, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plairait? Donc, il y a quelques métiers tels que consultant en communication ou alors chargé de com aussi m'intéresse. Également l'événementiel, comme je vous l'ai dit, mais là, encore une fois, je suis en pleine recherche et on va dire que je suis un carrefour. Donc, vous êtes au carrefour. Voilà. On dit, donc, on va revenir vers vous tout à l'heure. Je reviens vers Véronique. Alors, Véronique, vous étiez en train de m'expliquer comment vous êtes passé du vol transatlantique. Vous étiez personnel, comment, PNC, c'est comme ça qu'on dit le mot? Personnel navigant commercial. Oui. Et donc, après, vous êtes descendu, vous avez quitté le plancher des vaches, comme on dit dans votre profession, et vous êtes donc descendu à terre, vous vous occupez de marketing. Alors, c'est quoi le marketing d'une compagnie comme Air Guadeloupe ou Air Caraïbes? D'ailleurs, est-ce que le métier a beaucoup évolué en passant de Air Guadeloupe à Air Caraïbes? Oui, forcément, parce que là, on s'adressait à des cibles qui sont tout à fait différentes. Avant, on s'adressait à des marchés qui étaient différents, mais surtout à une concurrence qui est complètement différente. Donc, il s'agissait pour nous de véritablement positionner l'entreprise, puisqu'on avait déjà, quand on est arrivé, deux autres compagnies qui faisaient le long courrier, qui opéraient sous le long courrier. Donc, il fallait avoir un produit qui soit tout de suite distinctif par rapport aux deux autres. Il s'agissait d'avoir effectivement un produit qui ne soit pas le même. Sinon, comment faire pour avoir la préférence du client si on leur mettait un troisième produit tout à fait identique? Donc, c'était un enjeu majeur. Je rappelle qu'Air Caraïbes est arrivé au moment du dépôt de bilan aussi d'Air Liberté. Oui. Il y avait également des enjeux, en plus des enjeux financiers que je vous laisse imaginer, qui étaient très importants, mais il y avait également des enjeux, il fallait aller très vite parce qu'il fallait trouver des avions rapidement, il fallait trouver du personnel navigant. Il fallait moderniser la flotte en fait. Rapidement. Sous le coup, on n'a pas, parce que vous savez, pour commander des avions, ça se fait et encore dans les meilleurs cas. Par exemple, là, nous avons déjà commandé nos avions pour 2018. Donc, il faut des dépôts, il faut monter les dossiers et tout le reste. Donc, il fallait aller très vite parce que surtout, il y avait à récupérer des slots, c'est-à-dire des créneaux horaires qui valent très cher au départ d'Orly. Qui allait être laissé vacant qui avait été laissé vacant par Air Liberté et qu'il fallait faire vite pour qu'il ne soit pas redistribué aux autres compagnies. Parce que vous savez que c'est les fondamentaux. Une compagnie, c'est les fondamentaux, c'est le programme, un programme qui soit adapté. Et quand vous partez de Paris, c'est probablement la question que se pose tout le monde. Pourquoi ils partent tous à la même heure et ils arrivent tous à la même heure? Mais c'est parce qu'il y a des enjeux très importants sur les correspondances, notamment. Donc des correspondances qui viennent des provinces et qui abondent la disponibilité de la flotte, mais dans un sens, mais également dans l'autre. C'est-à-dire qu'il est important d'arriver très tôt aussi à Paris pour pouvoir permettre que les correspondances se fassent, que ce soit avec le train, que ce soit avec les autres compagnies aériennes. Il faut que vous trouviez des connexions parce que sinon, si vous laissez votre passager à Orly en train d'attendre pendant 12 heures un vol, mais ça n'est plus intéressant pour lui. Donc, c'était important de récupérer rapidement ces slots, qu'on dit dans notre jargon, ces créneaux horaires, de façon à pouvoir se positionner sur la desserte. C'est un engagement qui a été pris donc rapidement et qui a permis donc que la compagnie voit le jour sur le réseau transatlantique depuis une dizaine d'années. Alors, en termes de communication ou de marketing, quand vous passez de Air Guadeloupe à Air Caraïbes, d'abord, il faut changer de logo. Il faut changer de signalétique. Complètement. Alors, comment tout cela s'est mis en place? Quel a été votre rôle dans cette affaire? Alors, ça, il faut effectivement revoir complètement toute la stratégie de l'entreprise. D'ailleurs, parfois au détriment même du réseau régional, parce que nous étions de petites équipes à l'époque, et c'était cette petite équipe qui devait s'occuper d'un produit qui était tout à fait nouveau, avec pour ma part la responsabilité de réussir, parce que j'avais déjà vécu 2 dépôts de bilan, et je pensais qu'il était important cette fois-ci. Non, il fallait faire justement mentir cette devise, et je m'y suis attelée en tout cas personnellement, parce que je savais que c'était un enjeu important pour le développement de mon pays. Je savais que c'était un enjeu important pour le maintien des emplois de mes collègues et je me suis donné vraiment à cœur de le réussir. Donc, il a fallu effectivement recréer une stratégie de communication
qui sera une stratégie de communication différenciante par rapport aux deux autres compagnies, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, et créer une signature, notre signature à l'époque, qui est encore d'ailleurs la même que nous utilisons maintenant, qui est en donnant des ailes aux Antilles. Elle veut dire tout ce qu'elle veut dire, parce que même si elle se trouve maintenant un peu difficilement adaptable, parce que maintenant on ouvre Saint-Domingue, on a ouvert Saint-Martin, on a ouvert... Les Saint-Martinois ne se sentent pas antillais, les Guyanais n'en parlons pas, donc il faut parfois l'adapter, mettre donnant des ailes à la Guyane, des ailes à la Dominique, il faut l'adapter, mais enfin bon, on arrivait encore, mais à l'époque, il fallait réussir donc avec une nouvelle signature, mais il fallait surtout convaincre, et surtout convaincre que nous étions capables d'eux, et je pense que c'était cela qui a été le plus difficile. D'ailleurs, ce que je voudrais dire, c'est que nous n'avons pas réussi tout de suite avec le cru local, je dirais. C'est d'abord les touristes qui nous ont fait confiance et qui ont rempli les vols. Premièrement, parce que c'est ce qui avait le plus facile. Je veux dire que les Guadeloupéens, les Antillais, d'une manière générale, étaient plus enclins à aller sur la compagnie Air France. Bien sûr, parce qu'ils connaissaient et parce qu'ils voulaient, voilà, je pense, ils voulaient que nous devions faire nos preuves et il fallait que parce que il y a une anecdote qui me revient souvent. Mais les gens pensaient que ils vont à Paris avec des ATR. Combien de fois ils ont arrêté? Là, ils ont fait ça. C'est ce que c'est même machin là. Donc, on était un peu dans cette stratégie où il fallait convaincre que nous étions de vrais professionnels, parce que nous avons commencé le transatlantique avec des pilotes qui ont commencé aux ailes guadeloupéennes, qui après ont continué sur Guadeloupe, sur les Fokker, les Dorniers, les ATR, et qui maintenant sont des chefs de commandants de bord sur les Airbus. Donc, même si c'était les enfants du pays, en même temps, on les regardait en disant, est-ce que tu es capable de... Oui, tout à fait. On va y revenir. Peut-être Mélissa voulait, parce que c'est le principe de l'émission, voulait intervenir vers Véronique tout de suite. Oui. Donc, vous parliez de s'adapter en fait aux différentes îles. Comment vous avez procédé en termes de communication? Quelle a été votre démarche justement pour s'adapter, pour donner... Enfin, vous avez dit que chacun s'identifie en étant caribéen. Donc, comment vous avez procédé en fait? Notre stratégie a été de dire aux gens, au départ des Antilles en tout cas, de dire c'est la continuité de chez vous. C'est comme si vous étiez chez vous. C'est votre compagnie et vous êtes chez vous. Voilà. Donc, pour cela, nous avons adapté un certain nombre de choses. Les annonces en créole, les repas et Colombo à bord, c'était des choses qui ne se voyaient pas à l'époque. On a mis le madras qui a été fortement décrit. On a même voulu le mettre dans les uniformes, mais bon, je pensais qu'on a été un peu trop loin. On a dit attention, le bleu et blanc, ils restent de rigueur. Donc, on a décliné un certain nombre de choses comme ça, mais on a vraiment fait des efforts très importants, par exemple, sur les prestations en vol, notamment les repas, parce qu'on savait que nous étions très friands de bonne cuisine et de trouver ce genre de choses. Vous avez trouvé chez nous, par exemple, le petit punch avec le citron. Ça paraît idiot ce que je dis aujourd'hui, mais ça ne l'était pas il y a 10 ans. Hein. C'était des choses qui ne se voyaient pas. On a mis le sucre de canne, il n'y avait pas et vous avez été le rhum. Et on a été copié par la suite, tant mieux. Mais on a du vrai piment, quoi. C'est des petites choses comme ça, mais c'était dans les détails qu'il fallait aller. Donc on a adapté la communication, je vous disais, donnant des ailes aux Antilles au départ des Antilles, et du soleil sur toute la ligne au départ de Paris, parce on avait besoin aussi de capter cette clientèle touristique qui constitue quand même le vivier, le fonds de commerce, et qui permet que la ligne soit pérenne pendant les périodes tout au long de l'année. Bien, alors, nous, quand on écoutait Loudi, nous avons parlé de radio, Tamboutalella, bon, on parlait de radio Unité qui était parmi les premiers. Alors, quelle différence qu'il y a fondamentalement ton radio contre Radio Tambou avec d'autres radios à savoir que le paysage audiovisuel guadeloupéen, là, qui veut dire aussi bien Guadeloupe Première que OCI, puisque c'est monde qui a coûté d'une manière. Hein, et c'est la différence à notre fait. En TPZ, la pérennité, puisque c'est une des rares radios qui commençait depuis le début à la période des radios libres qu'il a toujours. Mais bon, il n'y a pas de si. Mais ce qui est important de noter, que c'est avant tout une radio militante. Alors c'est sûr que c'est un avantage et un inconvénient. Alors bon, mon avantage là? Avantage là, c'est que justement, la pérennité est plus facile à assurer, puisque on peut toujours trouver 2, 3, 4 militants pour faire assurer la permanence, pour tout
bonnes solutions pour faire réparer matériel, pour mener l'idée. L'inconvénient, c'est que là, il s'agit de développer en radio, comme Radio Tambou en tant que radio, en tant que média au sens général du terme, c'est un genre plus difficile. Même si depuis 2 ou 3 temps, Radio Tambou a misé à musique pour un chemin justement en rénovation administrative. Alors, question là que mon a posé, moi a posé au aussi, c'est est-ce quoi on Radio Tambou, c'était question là posée aussi à Radio Gaïa quand bien pour lancer pour me répondre, poser moi-même aussi. C'est de ça. Est-ce que pour un jour professionnaliser ces radios là à 100%, on peut regarder un morceau militant et bien un morceau professionnel. On peut continuer. Parce qu'on parle de pérennisation qui veut dire ces radios là ça va continuer 30 ans après, mais enfin 30 ans la vie pas arrêter après 30 ans. Je pense qu'il y a un chemin qui permet à la fois de conserver un côté militant, parce que nous ne veut pas en radio ni des propriétaires, entre guillemets, ou des gens qui administrent. Si ces gens-là, c'est des militants, il y a une administration militante. Si il y a des militants qui viennent faire des émissions à la radio, il y a des émissions militantes. Il n'y a pas qu'à empêcher l'autre. Mais derrière ça, plus ça caille, puis la technologie qui a évolué, puis les moyens d'être conséquents pour faire une radio tourner. Et puis à un moment là, ça, on a trouvé de plus en plus difficilement des militants capables de prendre en main ce genre de technologie là, ça, ou en tout cas de prendre en main de façon gratuite totalement, puisque plus ça caille, puis les radios qui ont développé, puis nous avons trouvé nous obligés, là les radios qui prennent certaines empreintes à ces populations-là, d'investir, de mettre plus matériel, de mettre plus monde, et contre tout média, contre tout journal, contre tout presse, qui a demandé plus organisation. Puisqu'à un moment là, ça, on peut considérer que nous pouvons faire un radio marché, qu'on peut faire un télé marché, il faut venir au minimum une dizaine de monde. Ben là, on est une dizaine de monde, il faut une management, il faut une organisation, et puis il faut au moins défrayer tous ces mondes là, ça. Alors, d'une façon ou d'une autre, les radios militantes qui apprennent le chemin à la professionnalisation, mais ça valable pour des radios strictement militantes, comme Gaillac et Radio Tambou, mais ça aussi valable pour ça, il y a essentiellement les radios pirates qui, eux-mêmes, au fur et à mesure, il y aura milité en sens à eux, doit être aussi professionnalisé. Alors, nous avons un autre aspect, puisque nous avons une émission ici dans la presse, une campagne de communication, qui j'ai Radio Tambou qui a communiqué. Quand il y a communiqué. Communiquer, c'est-à-dire faire les gens savent que Radio là, qu'il y a un programme, etc., pour les gens continuer à écouter. Parce que si les gens continuent à écouter, c'est qu'il a existé, mais si il a existé, c'est que nous avons beaucoup de temps, j'avais fait là aussi. Ça veut dire parfois, on fait des bois et manger, des petits ça, des banquets pour la communication là, c'est justement beaucoup de là, pour l'essentiel. Nous ne pouvons pas dire que Radio Tambou a utilisé réellement les moyens de communication habituel. Nous n'avons pas qu'à faire affichage, nous n'avons pas qu'à faire publicité, nous présents sur le net, mais à un niveau minimum. Donc nous n'avons pas qu'à réellement faire promotion à la radio là au sens strict du terme. Nous pas nécessaire, pas vraiment. Nous pas réellement radio commerciale. Bon, c'est sûr que contre tout putain, fait parler d'heures de temps en temps. Voilà, qui a fait l'affaire avancer, tout simplement. Et donc nous avons des méthodes qui plus simple, c'est on va dire organiser des déjeuners, organiser des concerts, organiser des roses, c'est communiquer avec les moyens que la technologie a nous. Ça, on bon mailing à 10 000 personnes qui a fait autant d'effets qui ont une campagne d'affichage à Sijari. Il faut créer les buzz, comme voilà, marketing viral, d'autres méthodes que nous avons utilisées de façon clairement énoncée ou pas, mais qui permettent que Radio Tambou, quelles que soient les circonstances, quels que soient les mondes qu'il a d'ailleurs, parce qu'on rappelle des nouvelles technologies, mais bon, le marketing viral pas attendre forcément les nouvelles technologies. Absolument. Et donc ça a toujours marché. Nous avons utilisé sans BTS, n'est-ce pas? Nous avons une image de marque surtout. Marketing viral. Alors, nous avons un autre aspect qui, quand il voulait que nous voyons, c'est que l'année 2003, en temps à LKP, Radio Tambou, Canal 10 joue un rôle fondamental là-dedans. Tout ça est passé parce que j'étais sur ce terrain-là, ils étaient en direct finalement. Oui. Là, les autres radios pas rentré. C'est aspect positif à le militantisme. Ça, ils sont aspect positif, mais bon, c'est aussi en conjonction, puisque même si nous sommes les meilleurs militants du monde, si nous n'avons pas les moyens techniques pour faire le travail là, ça va faire. Et effectivement, nous sommes les meilleurs militants du monde, mais nous aussi faisons des efforts justement pour nous des outils
qui a un niveau à financement Radio Tambour. Nous pas un grand budget, nous dans la limite habituelle des radios associatives, nous pas fait grand l'argent, comme on a dit. Mais nous avons des moyens techniques innovants pour permettre nous de tenir direct là en permanence. Et ça permet nous de faire débiter que les grandes radios qui sont mieux équipées que nous pas réussi à faire, justement parce que gros matériel a demandé gros déploiement. Alors, précisément, cette dernière question à ce point-là, c'est question à Internet là. Quand on va dire niche là, à un moment donné, ils ont passé à cet Internet là qui fait que les gens écoutent Radio Tambour de tous côtés. Entendre les gens qui de New York, de Paris, de Singapour, enfin bref. Alors, à quel moment ils ont pris une décision là, ça et pour qui? Alors, c'est un élément qui est en discussion déjà depuis 2 ou 3 ans à Radio Tambour, pour pas mentir, ça fait près de 10 ans ça a discuté depuis l'arrivée de l'Internet, sauf qu'il y a à peu près 5 ans, arrivé en moins, placé au vu de talent et moins de formation, moins d'accélération dans tout ça. Donc, nous placer nous à site Internet, nous pas développer un site Internet particulièrement, contrairement à ça, par exemple, ça où vous faites avec CCN, nous pas développer en lot dans l'écrit, mais nous assurer en permanence de radio là sur Internet 24h/24, 365 jours sur 365. Et avec cet effort technique là, ça, qui a utilisé une nouvelle technologie, qui a utilisé Internet dans tous sens pour afficher l'information, mais aussi pour transporter son en nous en différents sens. Mais pendant la période de LKP, par exemple, pendant le mois de grève là, nous fait plus de 1 200 000 personnes qui viennent écouter Radio Tambour sur Internet. Donc, plus que 3 fois la population à Guadeloupe vient écouter information à 6-7 qui était faite pendant LKP, la première information, écoutez nous. Tout partout assis, planétage, Alors, Véronique, j'ai envie de rebondir sur ça parce que mon café marketing, communication et des radios qu'on Radio Tambour, ou pas négliger, c'est des radios avec lesquelles vous pouvez travailler. Finalement. Ah oui, tout à fait, sans aucun problème. Oui. Et ça rentre dans un plan de com ou bien c'est du ponctuel? Comment ça se négocie entre guillemets au niveau de la direction? Parce que j'imagine que votre direction ne comprend pas souvent le créole, j'imagine. Non, mais je comprends pas. On vient de la Vendée, on traduis. Comprend pas le créole. Oui, vous traduisez, oui, c'est évident. Alors, comment ça se passe? Alors, vous arrivez à les convaincre? Oui, on n'a pas. Là-dessus, je dois avouer que j'ai une grande autonomie là-dessus et j'ai une grande confiance de ma direction parce qu'ils savent très bien que je connais probablement mieux qu'eux le tissu dans lequel je vis. Plutôt que celui de la Vendée, que je ne connais pas du tout. Donc, je ne voudrais pas leur donner de leçons là-dessus parce qu'ils connaissent certainement mieux que moi. Donc, il n'y a pas de souci particulier. Et ce qu'il faut savoir, la seule chose qui gère un petit peu aussi, enfin, pas la seule chose, mais une chose fondamentale qui gère les plans marketing sont des histoires de budget. Donc, très souvent, et encore plus quand on est dans des périodes un peu particulières comme celles dans lesquelles nous sommes en ce moment, souvent, les budgets, on va à l'essentiel. Ce qu'on appelle l'essentiel chez nous en termes de marketing, c'est le grand public. Les grandes cibles ou la visibilité, pas les niches. Voilà. Donc, il m'arrive de faire des niches, mais je les travaille différemment. Je ne travaille pas, par exemple, les niches de façon avec de la campagne, des achats d'espace, puisque c'est pas les retombées ne sont pas nécessairement les plus importants. Mais par exemple, je les travaille avec des jeux quand je suis sollicitée, des partenariats, quand je suis sollicitée, des sponsoring, parce que je voudrais justement être présente. Et ne pas laisser de côté des radios qui sont écoutées par des Guadeloupéens. Et des Caribéens. Et des Caribéens, mais enfin, oui, puisque maintenant, avec Internet, on est écouté partout. Alors, il y a une petite... chez nous, on n'est pas tout à fait encore en phase sous l'aspect Internet, qui est quand même quelque chose de nouveau, mais qui nous a un peu pris de court. On a suivi, et on est en train de s'organiser là-dessus. Parce que maintenant, Internet est devenu incontestablement le deuxième réseau, le deuxième chiffre d'affaires. La publicité est en train de quitter le papier pour aller de plus en plus vers le net. C'est ce qu'on s'était dit. Et l'année dernière, justement, on m'a demandé de réorienter mes budgets dans ce sens. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis maintenant, on me dit, non, on n'est pas assez... Voilà. Parce que je ne sais pas si vous avez vu récemment, je crois que c'est sur je crois que c'est le TV Mag, mais je n'en suis pas sûre, où j'ai lu
qu'on s'appelle un sondage qui a été réalisé, où on disait que deux Français sur 3 achetaient leur billet pas par Internet, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc effectivement, c'est quelque chose de très important. C'est la population jeune qu'il faut toucher, des gens comme Mélissa. Il faut toucher surtout des gens qui ont le pouvoir d'achat et qui puissent acheter un billet d'avion. Mais je ne sais pas si Mélissa a suffisamment de poids pour pouvoir convaincre les parents. Mais en tout cas, c'est un tournant qui est très important qui est en train de se faire et qui va changer fondamentalement la façon d'acheter. Chez nous, en tout cas, on l'a pris bien à bras le corps puisqu'on a créé une direction e-commerce. Donc, qui est chargée de toutes ces... Parce que c'est un mode de fonctionnement complètement différent, avec ses codes, ses propres façons de fonctionner, sa propre logistique, et bientôt ses propres budgets dans la direction que nous avons créée, puisque tout ça dépendait de mes budgets jusqu'à maintenant, et bientôt ça va être séparé. Qui va aller sur le e-commerce. Je suis très contente parce que personnellement, moi, je suis Internet, mais vraiment de loin. Je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas du tout... Pas un petit peu quand même, si je clique pour faire une revue de presse, parce que je dois avouer que c'est quand même plus simple que de lire tous les journaux et de les recevoir. Mais je dois aussi avouer que je n'aimerais pas qu'on soit dans un monde entièrement viral et qu'on soit dans un monde entièrement sous les réseaux sociaux. Je pose une question un petit peu personnelle, enfin on comprendra. Vous avez une fille qui doit avoir l'âge de Mélissa ou à peu près. Elle lit la presse écrite ou le net? Ah non, elle est essentiellement sur le net. Je m'engueule tout le temps avec elle. Elle vient de partir. Là. Elle était avec moi pendant quelques jours où je lui ai dit, ton vocabulaire est pauvre. Et je lui ai dit, regarde, tu m'écris, tu m'envoies un SMS. Il y a autant de mots que si tu m'avais envoyé un mot complet normal. Or, tu me prends des espèces de mots qui me cassent la tête pour que je comprenne leur signification et qui ne sont pas plus contractés. Ils ne sont pas contractés. Alors moi, je suis à l'ère où je comprends la contraction, mais elles sont déjà passées à autre chose. Donc, c'est pas évident. Mais enfin, je comprends tout à fait que de toute façon, le monde n'a pas attendu et ne fait pas ce que j'ai envie qu'il fasse, mais il est en train de se développer d'une manière avec Internet, qui a également un côté très important, puisque l'intérêt d'Internet, justement, c'est cette traçabilité qu'il y a, immédiate, où on peut voir le retour sur investissement rapide de ce qu'on a pu faire. Vous confirmez un petit peu, Mélissa, pour les textos ou les twittos maintenant, parce qu'il y a les textos, il y a maintenant les twittos. Les tweets, ok. Oui, effectivement, mais quand vous dites confirmer par rapport ce que disait les revues de presse, non, sur l'utilisation du net, par exemple, pour acheter vos billets si vous allez en Martinique ou à Paris. Oui, en tant qu'étudiante, par exemple, c'est difficile de se rendre au guichet d'une agence de... Enfin, pas d'une agence de voyage. D'une compagnie ou d'une agence. Voilà, d'une compagnie de voyage. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, effectivement, c'est plus simple pour nous d'aller sur Internet. Et on gagne même quelques euros quand on exactement. C'est d'autant plus avantageux pour nous parce que justement, cher. On gagne quelques euros. Alors sinon, pour la lecture, la veille de presse, tout ça, vous faites ça aussi comme tous vos collègues sur le net. Pratiquement pas de presse écrite, du papier, très peu. Très peu, franchement très peu parce que pour ma part, j'ai par exemple sur mon portable, une application qui me permet d'avoir les actualités. Voilà, exactement. Donc, je peux lire à peu près ce qui se passe. Mais bon, moi, je suis beaucoup sur la télévision. Je regarde beaucoup le journal TV, vraiment. J'aime beaucoup ça. Donc, pas la presse, en fait. Oui. La presse écrite, très peu. Très peu. Donc, ça veut dire que la presse écrite aura du mal dans les quelques années. On en parlait avec le rédacteur en chef de France Antilles il y a quelques semaines. On en reparlera. Alors, on va faire, comme d'habitude, notre pause pub avant de passer à la revue de presse. Et ensuite, on revient vers Ougui et vers Véronique Malialien. Retour sur le plateau donc de C'est dans la presse. On reçoit ce soir Véronique Malialien d'Air Caraïbes. On reçoit aussi Luigi Treff de Radio Tambou, avec Mélissa, notre étudiante BTS, mais aussi Florence en deuxième semaine, elle est revenue.
pour sa revue de presse. Bonsoir Florence, que dit la presse cette semaine? Écoutez, pas mal de choses intéressantes. Donc on commence par l'Express, l'article de Claire Chartier intitulé « DSK, les femmes et le droit ». Dans lequel la sauce DSK est légèrement resservie cette semaine à travers un énième livre sur le sujet de cette juriste Marcella Yacoub intitulé « Dans une société de violeurs ». L'auteur pointe du doigt la mobilisation des associations féministes avant même de savoir si DSK était coupable. Alors, selon la lecture de la journaliste, Yacoub met en évidence le principe de présomption d'innocence. Toutefois, même si son combat semble noble, la journaliste émet des réserves quant à cette œuvre qu'elle qualifie de règlement de compte. En effet, l'incohérence de ce livre est soulignée par des propos virulents de l'auteur qui dénonce ouvertement une conspiration politique des féministes radicales. Et ce, sans aucun argument pour le prouver. Donc voilà, bien évidemment, les membres de l'association Oser le féminisme sont immédiatement montés au créneau. Donc, mais bon, cet article laisse selon moi un goût amer, car pour ma part, c'est uniquement révélateur que la polémique autour de l'ancien président du FMI s'essouffle. Donc, au crépage de chignon par livre interposé, j'ai préféré m'intéresser cette semaine à la presse qui s'est largement passé le mot sur ce devoir de mémoire des crimes perpétrés d'où qu'ils viennent et quelle que soit leur époque. Alors, donc on reparle du Cambodge de Pol Pot. Oui, tout à fait. Alors, il y a pas mal d'articles sur le génocide khmer à l'occasion de la sortie du livre « L'élimination » et le film « Duche, le maître des forges de l'enfer » de Ritipan. Alors, l'article de l'Express intitulé « Au nom de tous les morts » du journaliste François Bunel a retenu toute mon attention. C'est un récit autobiographique poignant sur l'enfance de ce rescapé des camps du régime Khmer Rouge qui causa la mort de 3 100 000 Cambodgiens. Donc, à travers ce court résumé, le journaliste fait une belle synthèse de l'œuvre en enlevant la barrière ethnique pour en faire quelque chose d'universel. Alors, cela a suscité en moi la véritable envie d'acheter le livre et d'aller voir le film au cinéma. Alors, autre génocide, c'est celui du Rwanda dont on reparle aussi. Tout à fait, encore, oui. Donc, le Nouvel Observateur nous apprend qu'il y a eu des avancées considérables sur l'enquête des véritables responsables du génocide rwandais qui causa la mort de 800 000 êtres humains avec la présence des experts français dans la contre-enquête de Christophe Boltanski. Donc, la journaliste Sarah Alifa-Legrand nous informe aussi la création du pôle génocide qui vise à enquêter sur les criminels se trouvant sur le sol français dans la contre-enquête dans l'article des juges français contre des massacreurs. Cependant, ces ambitions sont limitées. Les deux journalistes mettent en évidence le peu de moyens et de personnel, mais aussi et surtout la frilosité de l'État au nom de la diplomatie. Alors ça veut dire que la diplomatie empêche à ces enquêtes d'avancer? Oui, alors il y a l'éditorialiste du Point, Claude Imbert, dans son texte intitulé « Contre l'État historien », qui prend pour exemple le cas du génocide arménien de 1915 qui causa la mort de 3 millions d'êtres humains. Donc le refus d'accepter la Turquie dans l'Union européenne, alors que c'est un pays en émergence, a été un symbole fort de la France qui a divisé, et ce pour longtemps, les classes politiques françaises. La Turquie ne reconnaît toujours pas le massacre des Arméniens comme étant un génocide, et certains hommes politiques français renient cet épisode de l'histoire sous prétexte qu'il n'est pas contemporain, que les témoins et les victimes sont morts et enterrés. Mais la réalité est que les familles turques françaises continuent à souffrir. Donc, aux yeux de Claude Imbert, la France doit réagir très vite pour l'auteur. Les deux poids, deux mesures ne doivent pas exister. À ce jour, il n'y a que la négation de la Shoah qui est punie par la loi en France. Donc, Claude Imbert nous fait comprendre que cette bagarre politique est inutile et surtout dangereuse. La dangerosité réside dans le fait que la minimisation des massacres perpétrés dans le passé peut diviser et entraîner un repli identitaire. Alors, donc un repli identitaire, bon, c'est des ethnies, des religions qui laissent justement la porte ouverte à des génocides futurs.
Ça veut dire qu'il y a encore d'autres ethnies qui peuvent être menacées? Énormément. Et ce qu'on ignore. Ce qui m'a frappé, c'est que les nations dites civilisées ne semblent pas tirer des leçons du passé, puisqu'au Mexique, la saga du génocide arménien continue. La sonnette d'alarme est tirée par M. Clésio, prix Nobel de littérature, dans l'article « Il faut sauver les Indiens Huichols », qui vivent paisiblement dans leur montagne sacrée. Alors cette montagne est très convoitée par une grosse compagnie canadienne qui veut y extraire les sources minières. Le gouvernement mexicain a officiellement accepté sa destruction. Donc ce que j'ai compris, c'est que le concept de 2 poids, 2 mesures exposé de manière implicite par Claude Imbert prend également tout son sens à travers cet article. Ces Indiens risquent de mourir dans la différence générale, car il faut le dire, ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Alors, Florence, vous avez lu aussi L'Humanité Dimanche. Oui. Qui s'intéresse aux Antilles. Tout à fait. Donc 3 ans après la grève du LKP, c'est le bilan. Cette révolte n'a visiblement rien changé au quotidien des Antillais. Donc chômage, hausse des prix, délinquance qui s'accroît. Le désir de justice sociale est clairement exprimé par un bon nombre de Guadeloupéens à travers ce dossier. Donc, dans un contexte de présidentiel, la lettre ouverte de Patrick Chamoiseau et Guillaume Pijard de Gurbert aux candidats progressistes tombe à pic. Mélenchon y répond de manière pertinente. Cela donne une petite lueur d'espoir de jours meilleurs pour le peuple antillais. À suivre. Mais ce que je trouve regrettable dans cet article, c'est qu'il n'évoque aucunement le portrait d'Antillais, et Dieu sait qu'il y en a, qui trouvent des astuces, des systèmes D pour ne pas trop subir les effets de la vie chère. Alors, on va quand même terminer sur la Guadeloupe, sur la presse locale, comme on dit. Oui, alors le naufrage du Concordia. C'est dans France-Antilles. Oui, tout à fait, dans le France-Antilles. Un Guadeloupéen, Michael Blément, 25 ans, et sa compagne, 23 ans, sont portés disparus. Il n'a pas retrouvé, c'est vrai. Non, toujours pas. Donc à Basse-Terre, la ville se donne un petit coup de jeune, 4 grands chantiers en prévision pour cette année. Donc, et ce week-end à Sainte-Rose qui s'annonce bien, avec la 3e édition du Carnaval Limace. Ce sera à Sainte-Rose. Alors, on va terminer quand même sur une envie de voyage quand même. Oui, donc ce serait dommage de terminer sur une note triste. Donc en couverture, ce mois-ci, le magazine Géo dans Île de Rêve. Donc il y a des journalistes, des experts et voyagistes spécialisés qui nous ont ouvert leur carnet de route. Donc un chapelet de pépites essaimées sur toutes les mers et quelques fleuves. C'est en tout 25 escales secrètes et inattendues pour renouer avec un monde intact. Merci Florence, qu'on va retrouver la semaine prochaine. Merci. Pas de questions cette semaine? Alors oui, alors j'ai 2 questions. Donc pour Véronique Malialin, alors y a-t-il une réelle concurrence entre le bateau et l'avion? Oui, certainement, on peut le dire, puisque ce sont 2 moyens de transport, même s'ils n'utilisent pas les mêmes techniques, je voudrais dire, de gestion, de management et tout cela, mais ce sont 2 moyens de transport. Donc nous sommes par exemple avec l'Express des îles, nous sommes en concurrence sur le Pointe-à-Pitre Fort-de-France notamment. Oui, d'accord. Et donc j'ai une question aussi pour Luigi. Voyez-vous l'avenir des radios libres non commerciales? Est-ce que je le vois positif ou comment je le vois? Comment vous le voyez, oui. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors on appellera peut-être ça pas une radio au sens strict du terme, mais je pense que les médias ont encore beaucoup d'avenir devant eux. Donc les formes changeront, mais les choses continueront. D'accord, merci. Alors Louis, justement, nous pouvons continuer parce que vous parlez de Radio Tambour, mais aussi nous notre travail qu'on va faire à côté, parce que nous savons qu'on est un spécialiste de l'Internet, on installe une net là sur Radio Tambour, et là on va dans notre créneau. Alors quand on va préparer pour auditeurs guadeloupéens? Alors, mais justement, nous avons parlé de l'expérience là que nous vivons pendant LKP mi-décembre. Donc, nous démontrer qu'avec des têtes à lac, 3 points de pique et des trombones. Et un portable. Et un portable. On peut faire du live. Au pétien le monde en haleine. Donc, nous avons développé l'idée là, puisque finalement, quand on dit Radio Tambour, c'est une radio militaire, donc il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que parfois le développement d'un certain nombre d'habitants un peu effréné, mais bon, qu'à prendre le temps par rapport à des considérations
organisationnel, Radio Tambour en direction. Et malheureusement, on a trouvé que tout potentiel là, ça, toute machine là, ça, qui va permettre de connecter des millions de monde, pas utilisé 100% à 10%. Gentil. Voilà. Et donc, ça, nous qu'a proposé nous de faire, ça qu'a proposé moi de faire, c'est justement de mettre justement moyen de lionnage là, ça à disposition des Guadeloupéens. Alors, en premier temps, à disposition des professionnels de la communication, puisque s'il s'agit de présenter ce projet-là, on peut dire qu'elles sont médias, on peut dire qu'elles sont radio, mais c'est plus compliqué que ça. C'est un web radio. C'est un web radio, mais c'est un bouquet de radio, c'est une série radio, c'est une série de blogs radio à journalistes, donc c'est un certain nombre d'invités qui nient, comment dire, en direction fondamentale, c'est la liberté d'expression, puisque finalement nous sommes capables de là de radio libre. Est-ce que nous allons arriver à libérer les radios? À libérer radio juste à présent. Bonne question, merci de l'avoir posée. Ça passe voilà, et donc, on a pensé il y a peut-être d'autres développements à faire qui ne pas seulement de la technologie, mais qui tiennent aussi de qui j'en ai faire radio. Actuellement, les SAOTP qui radio qui ont le plus d'impact à ces planètes-là, c'est ça y a créé des radios web justement, donc c'est des radios qui ont développé dans le cloud, qui c'est des radios qui permettent de voir à la fois d'écouter des programmes prédéfinis, donc des programmes en grande quantité, donc on y a un choix de programmes qu'on seule radio ne peut pas fournir, et puis surtout qui permettent vous d'amener aussi des radios personnalisées, c'est-à-dire que ça va rentrer aussi dans la logique de commercialiser la musique et les programmes en d'autres gens, puisque nous allons rentrer dans la dématérialisation. Et donc l'idée là justement c'est de présenter un concept de médias dématérialisé à destination et alternatif. En combien de temps ça est bon? Nous avons fait le lancement là le 23 janvier. Donc dans les jeux qui viennent au fur et à mesure un certain nombre d'habitants qui parlent ici à jeunedabrico.com. www.jeunedabrico.com. Voilà, donc on va faire petit coup de Gédimo avec un grand concurrent qui n'est pas très loin. Oui, bien sûr. C'est pour montrer justement que nous sommes des alternatifs. Et donc voilà, donc, dans quelques jours, réseau radio là, ça qui paraît. Bon, on a dit radio, pas qui radio, c'est aussi vidéo, c'est photos, c'est textes, d'autres bitins. De toute façon, CCN qui est relayé, ça c'est évident. Toi, la salle, nous avons relayé à CCN. Alors, pourquoi parler d'Internet, mais il faut nous revenir quand même à la presse papier, parce qu'elle a existé. C'est comme ça, donc, le Progrès social, qui depuis près de 50 ans, c'est un journal papier qui a existé. Il était en forme de grand journal. Eh bien, il transformé, il morphosé, qu'on nous a dit. Il s'est transformé, donc, le Progrès social en magazine. Depuis aujourd'hui, il est disponible dans les kiosques. Et Gérard Loiseau a rencontré donc Jean-Claude Rode, le directeur de la nouvelle édition du Progrès social. C'est à voir. Oui, donc c'est cette semaine que le Progrès social lance sa nouvelle formule. C'est un format magazine d'une trentaine de pages tout en couleur. Alors nous abandonnons le format tabloïd traditionnel que nos lecteurs connaissaient pour adopter un format qui est plus facile à prendre en main, plus facile à lire parce qu'il y aura de nouvelles rubriques, des articles plus courts, plus incisifs. Et en même temps, nous conservons la ligne que nous sommes toujours fixés depuis l'origine, qui est une priorité déjà au texte, puisque nous sommes d'abord un journal d'information, d'analyse et surtout de proposition. Le journal reste orienté autour de rubriques types, notamment des rubriques consacrées à la politique, à l'économie, à la société, mais aussi une rubrique Caraïbes qui existe depuis déjà 5 ans et que nous allons encore enrichir, qui porte sur l'actualité chez nos voisins, une rubrique Histoire et un certain nombre de dossiers qui vont aussi paraître de manière plus espacée, notamment je pense à peu près tous les mois. Donc nous aurons des dossiers. L'avantage de cette formule magazine, c'est surtout que cela nous permet d'être entièrement en couleur, donc de pouvoir mieux illustrer les textes que nous publions
et d'avoir aussi beaucoup plus d'articles qui soient plus courts et plus percutants. Donc on espère que cette nouvelle formule va plaire à notre lectorat. Et le journal sera toujours en vente dès le jeudi après-midi au même prix. Nous n'avons pas changé le prix, qui est toujours de 1,50 €, ce qui n'est pas très cher connaissant les conditions économiques en Guadeloupe. L'équipe du journal est renforcée, puisque nous avons pratiquement chaque année, nous avons de nouvelles plumes qui viennent de travailler avec nous, toujours dans le même esprit qui est celui surtout de construire ce pays-là. Je crois que c'est un leitmotiv chez nous, c'est de ne pas critiquer pour critiquer, mais surtout de faire des propositions. En tout cas, j'espère que la nouvelle formule que vous avez pu voir tout à l'heure va donner un coup de punch et va être beaucoup mieux accueilli par le lectorat. Voilà, donc le Progrès Social Magazine désormais disponible dès le jeudi. C'est une véritable révolution culturelle pour un journal qui avait une forme, il faut le dire maintenant, un peu désuète, et bien qui prend un peu de modernité. C'est une très bonne chose. Les éditos du Progrès Social se retrouvent aussi sur le site CCN. C'est la conjonction, comme disait tout à l'heure Luigi, nous travaillons ensemble, Canal 10, Progrès Social, CCN, Radio Tambour de Mer, Radio Gaillac, etc. On essaie ensemble de porter le buzz et de faire en sorte que les Guadeloupéens soient de plus en plus mieux informés. Et ce n'est pas un refus. Une dernière question peut-être, Mélissa, parce que l'émission est sur le point de se terminer. Ben oui, hein. Donc ce serait en fait... je ne vous ai pas posé de question, donc ce serait comment vous voyez, vous avez déjà dit que par rapport à Internet, mais comment vous voyez, on va dire, la gestion de votre site? Est-ce qu'il y aurait, quelles sont les pas les améliorations, mais qu'est-ce que vous voudriez essentiellement y apporter? Est-ce que vous avez d'autres projets pour l'avenir? Alors, les médias, c'est essentiellement du contenu. Donc c'est de la production, c'est faire des reportages, c'est écrire des articles, c'est faire des photos, et donc c'est ça l'essentiel du travail. Après la forme, comme je disais tout à l'heure, varie selon le public, hein. C'est le discours de madame concernant l'adaptation à ses clients. Selon le type de client que nous risquons de dégager, on va sans doute s'adapter au niveau de l'interface, mais ce n'est pas le plus important, puisque bon, c'est sûr que chaque concepteur de site essaie d'arriver pour parler en grand français, à une ergonomie maximum. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a toujours un compromis entre l'esthétique, le côté utile et l'aspect technique. Donc on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. C'est sûr que l'idée, c'est de faciliter la vie de nos auditeurs. Donc la technique sert surtout à ça, c'est-à-dire que pour que les choses soient simples, pour qu'il ne soit pas nécessaire de cliquer 50 fois pour écouter un programme, qu'on ne se perde pas dans la hiérarchie d'un site. Parfois il faut aussi savoir laisser cette partie du travail à des vrais professionnels qui font le travail en arrière-plan. Donc il faut savoir constituer une équipe, développer un site, c'est peut-être par rapport à un journal un peu plus compliqué. Effectivement, il y a la notion de contenu. Mais la dimension technique prend d'autres dimensions. C'est vrai que pour un journal, il faut un maquettiste, il faut un spécialiste de l'impression, un spécialiste du flashage, ça fait déjà quelques compétences. Mais pour l'Internet, on va avoir à peu près les mêmes, plus un codeur informatique spécialisé, plus de 3 graphistes, plus un ingénieur du son si on veut faire dans le multimédia, etc., etc. Donc en fait, on regroupe toutes les compétences du monde de l'audiovisuel et de la presse sur ce support, sachant qu'on ne doit pas oublier que le plus important, c'est toujours le contenu, donc c'est le travail de journalisme. Et vous avez pensé aux réseaux sociaux? Est-ce que ça vous intéresse Si, mais en même temps, c'est peut-être ça l'idée sous-jacente dans ce jaune d'abricot. Peut-être qu'il nous faut un réseau social qui soit le nôtre, puisque ça c'est assez volatile. Facebook. Jaune d'abricot book. Book, ou livre, on peut dire comme ça, on peut décliner un certain nombre de choses. Qui a un peu dit ça, fais ça book là. Ouais. Exactement, mais en même temps ça risque de changer. Pour l'instant Facebook est numéro 1, mais dans 3 semaines ça sera Google One. Il y a 3 ans c'était MySpace.
c'est assez volatile, ça varie. Et on se rend compte que justement, il y a des niches un peu pour tout le monde, il y a des valeurs culturelles communes, il y a des choses qui intéressent les gens. Et on verrait les Guadeloupéens sur Facebook, ils ont tous tendance à se regrouper tout à fait naturellement et à créer des espaces qui leur sont propres. Et donc l'idée qu'il y a sous Jeune d'Abricot, c'est aussi peut-être de proposer un espace qui soit moins orienté commercialement, donc pour qu'on ne risque pas de se retrouver dans des listings de mailing pour des serveurs à péter au schnock, mais qu'on puisse échanger dans un espace caribéen, dans un espace guadeloupéen, dans un espace martiniquais, de la diaspora en général, et avec peut-être des options supplémentaires pour faciliter la vie, mettre ses photos, mettre ses vidéos et être un journaliste soi-même. Merci Luigi. Alors on va rappeler www.jeunedabricot.com. Une dernière question pour Véronique et on va se quitter là-dessus. Véronique, vous êtes responsable du marketing et de la com Air Caraïbes. Chaque fois que je viens à une conférence de presse d'Air Caraïbes, j'entends toujours la même chanson. Nous avons grappillé des points sur Air France. Alors est-ce que c'est le résultat de votre travail, le marketing et de com, qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à Air France, vous arrivez chaque fois à manger un petit peu dans le gâteau? Oui, il y a deux éléments fondamentaux qu'il faut absolument assouvir. Le premier, c'est le chiffre d'affaires, donc réaliser des profits. Et réaliser les profits, ça passe par les parts de marché, effectivement. Donc, grappiller, comme vous dites, des points à droite, à gauche, ça vous permet d'être les premiers. Quand on est les premiers, on est généralement le plus aimé. Ou le plus détesté. Ou le plus détesté aussi, c'est vrai. Mais bon, l'un ne va pas sans l'autre. Mais moi, je préfère être premier et détesté que dernier détesté. Oui, bien sûr. Donc, ça fait partie, effectivement, d'un travail important que nous avons. C'est, effectivement, nous avons toujours les yeux rivés sur les parts de marché. Nous avons toujours les yeux rivés sur la rentabilité. Bien sûr, parce que tout le monde fait pareil et ça se joue à peu de choses parfois. Ça se joue à un vol que vous avez annulé, que l'autre a maintenu, donc ça fait des disponibilités plus importantes. Ça se joue parfois à très peu de choses. Là, nous sommes effectivement dans une guerre un petit peu, je pourrais dire une guerre assez importante avec les deux autres, sur le transatlantique surtout, mais sur le régional aussi, puisque la concurrence est importante. Madame parlait tout à l'heure du transport des bateaux. C'est un vrai concurrent, même si on a l'impression que ça n'est pas un, c'en est un. Il y a un petit dernier qui monte, Air Antilles-Express. Et puis voilà, il y a les confrères d'Air Antilles-Express qui également nous talonnent aussi et qui jouent également la guerre des parts de marché. Bien, je vous remercie Véronique, je vous remercie Louis-Guy, Mélissa et Florence pour sa revue de presse qu'on retrouvera la semaine prochaine. Je rappelle que mercredi prochain, c'est une émission spéciale. 3 ans après LKP face à la presse, c'est un spécial, c'est dans la presse. On aura Elido Mouta ici avec des confrères de la presse officielle, je veux dire de France Antilles, mais aussi de Télé Guadeloupe. Et avec nous, bien sûr, nous interrogeons de Mouta, nous essayons de savoir un peu ce qu'il a fait, ce qui s'est passé depuis 3 ans et ce que devient le LKP. On se donne rendez-vous donc mercredi prochain à la même heure. Jeudi, l'émission est donc en rediffusion à partir de 15h. On profite pour saluer nos amis de Paris, mais aussi de la Martinique, de la Guyane. Et puis, nous dit tout le monde, nous retrouvons-nous semaine prochaine ensemble. C'est dans la presse. Merci de votre écoute.